Certains d'entre vous s'accrochent à des amitiés qui les détruisent en silence, et vous le savez déjà. Mais votre esprit refuse encore de l'admettre complètement. À chaque fois que l'idée de partir apparaît, une justification arrive immédiatement. Mais on se connaît depuis des années, mais ils étaient là quand je n'avais personne. Machiavel aurait décrit ce mécanisme comme une illusion de loyauté créée par l'émotion pour maintenir un lien qui ne sert plus votre position. Ce que vous allez comprendre dans les prochaines minutes va changer votre manière de voir les relations humaines. Parce qu'à partir d'un certain niveau de compréhension, un ami n'est plus seulement quelqu'un que vous appréciez, c'est aussi quelqu'un que vous pouvez analyser. Et si une seule des situations que je vais décrire correspond à une personne de votre entourage, alors la question n'est plus « est-ce un ami ?», mais qu'est-ce que cette relation fait réellement à votre esprit? Et à partir de ce moment-là, une chose devient évidente, vous vous en sortirez infiniment mieux une fois que vous aurez coupé ce lien de votre vie. Le premier type de personne dont tu dois te méfier, c'est le collecteur d'informations. Et celui-là est l'un des plus redoutables, parce qu'il passe presque toujours inaperçu. Cette personne pose des questions, beaucoup de questions. Elle veut savoir comment avancent tes projets. Elle veut savoir combien tu gagnes. Elle veut savoir avec qui tu t'entends, avec qui tu ne t'entends plus. Elle veut savoir tes plans, tes doutes, tes conflits. Et elle le fait d'une manière tellement naturelle que tu ne te rends même pas compte que tu es en train de lui donner un accès total à ta vie. Et si tu fais attention, tu remarqueras un déséquilibre flagrant. Elle te pose des questions sur tout, mais quand c'est son tour, elle reste vague. Elle dévie, elle sourit, elle change de sujet. Elle ne donne jamais de matière équivalente. Ce n'est pas de la curiosité, c'est de la collecte. Et cette information a une utilité. Elle peut s'en servir pour te comprendre, pour anticiper tes réactions, pour connaître tes faiblesses. Et dans certains cas, elle peut s'en servir pour parler de toi à d'autres, pour orienter des conversations, pour manipuler une situation à son avantage. Robert Greene, dans ses lois du pouvoir, insiste fortement sur un principe. Il dit qu'il faut toujours en dire moins que nécessaire, parce que chaque mot que tu prononces est une carte que tu montres. Et plus quelqu'un connaît ton jeu, plus il est en position de l'utiliser contre toi. Machiavel avait exactement la même vision. Il observait que dans les cercles de pouvoir, l'information est une monnaie. Celui qui la détient sans la montrer a toujours un avantage sur celui qui la distribue sans compter. Et c'est là que le collecteur d'informations est dangereux. Il n'a pas besoin de te trahir immédiatement. Il accumule, il stocke, il cartographie. Et le jour où il a besoin de quelque chose, ou le jour où un conflit éclate, il possède des munitions que tu lui as données toi-même. La stratégie ici est très simple. Observe le déséquilibre. Si quelqu'un te pose constamment des questions, mais ne révèle presque rien sur lui, c'est un signal. Tu n'as pas besoin de couper cette personne du jour au lendemain. Mais tu dois verrouiller ce que tu partages. Parce que dans la dynamique du pouvoir, celui qui contrôle l'information, contrôle la relation. Le deuxième type, c'est la personne qui n'a jamais d'argent. Et attention, je ne parle pas de quelqu'un qui traverse une vraie difficulté financière. Ça arrive à tout le monde, et ce n'est pas un défaut. Je parle de cette personne qui, depuis des mois, parfois des années, n'a jamais rien quand il faut participer. Quand il faut payer sa part au restaurant, elle n'a pas sa carte. Quand il faut cotiser pour un projet, elle n'est jamais prête. Quand il faut voyager ensemble, il faut toujours avancer pour elle, couvrir pour elle, compenser pour elle. Et quand tu observes froidement la dynamique, tu te rends compte d'une chose. Les projets, les sorties, les idées, tout ça ne se fait que si toi tu payes. Si tu retires ta contribution, rien ne bouge. Et la personne ne cherche même pas d'alternative. Elle attend simplement que tu compenses, encore une fois. Parce que dans sa logique, tu es devenu une ressource. Et c'est là que le mécanisme devient dangereux. Cette personne ne te prend pas seulement de l'argent. Elle te prend du temps, de l'énergie mentale, de la liberté de décision. Tu te retrouves à réfléchir pour deux, à planifier en incluant quelqu'un qui ne fait jamais l'effort de s'inclure lui-même. Robert Greene appelle ce type de profil le vampire relationnel. Quelqu'un qui vit sur les ressources des autres sans jamais produire les siennes. Et Machiavel lui-même a observé un mécanisme très clair dans les relations de pouvoir. Il a constaté que dans toute relation, il y a celui qui donne et celui qui prend. Et si tu es toujours celui qui donne, tu ne construis pas une amitié, tu finances une dépendance. Et cette dépendance ne te rendra jamais ce que tu lui as donné. Parce que cette personne ne te voit pas comme un ami, elle te voit comme un filet de sécurité. Et le jour où tu cesseras de compenser, tu verras sa vraie réaction. Soit elle disparaît, soit elle te reproche de ne plus être aussi généreux qu'avant. Et c'est dans ce moment précis que tu comprendras que cette relation avait un prix, mais que c'est toujours toi qui le payais. Le troisième type est encore plus insidieux. C'est le faux transparent. Tu sais, cette personne qui dit toujours « Moi, je suis quelqu'un de direct. Moi, je dis les choses comme elles sont. Moi, je suis cash. Je ne vais pas te mentir. » Et au début,
ça inspire confiance. Tu te dis que tu as enfin trouvé quelqu'un de vrai, quelqu'un qui ne tourne pas autour du pot, quelqu'un avec qui tu peux parler sans filtre, parce que lui aussi parle sans filtre. Mais si tu observes de plus près, tu remarques quelque chose. Cette personne parle beaucoup, oui, elle donne son avis sur tout. Elle semble ouverte. Mais en réalité, ce qu'elle dit est toujours contrôlé. Elle partage des informations sur elle, mais jamais les vraies. Jamais celles qui la rendent vulnérable. Ce qu'elle te montre, c'est une vitrine de franchise. Une franchise bruyante, affichée, presque théâtrale. Et cette vitrine sert un seul objectif, que tu baisses ta garde. Parce que si tu crois que cette personne te dit tout, tu vas naturellement lui dire tout en retour. Tu vas te livrer, t'ouvrir, partager tes doutes, tes projets, tes failles. Et elle va tout absorber, sans jamais te donner la même chose en échange. Machiavel a décrit ce mécanisme avec une clarté redoutable. Il a expliqué que le masque le plus efficace n'est pas le mensonge. C'est la sincérité sélective. Tu dis une partie de la vérité pour donner l'illusion que tu dis toute la vérité. Et cette technique est si puissante qu'elle fonctionne sur presque tout le monde. Robert Greene l'a formulée comme une loi du pouvoir. Il dit qu'en utilisant une honnêteté sélective, tu peux désarmer même les plus méfiants. Parce que l'être humain a un biais cognitif très fort. Quand quelqu'un nous donne l'accès apparent à sa vérité, on arrête de chercher ce qu'il cache. On se dit que s'il est capable de dire ça, alors il dit tout. Et c'est exactement cette illusion que le faux transparent exploite. Il te donne des demi-vérités, des morceaux choisis, des confessions calibrées. Et pendant que tu crois le connaître, il continue de cacher ce qui compte vraiment. Le signal d'alerte, c'est la disproportion. Si quelqu'un te donne l'impression d'être totalement ouvert, mais que tu réalises, après des mois ou des années, que tu ne sais toujours rien de profond sur lui, alors ce n'est pas de la transparence, c'est un spectacle. Et dans un spectacle, c'est toujours le public qui est manipulé, jamais l'acteur. Et si ce type d'analyse comportementale te parle, si tu veux aller encore plus loin dans cette compréhension des dynamiques de pouvoir et des masques humains, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Aura et pouvoir », directement inspiré de la philosophie de Machiavel et de la psychologie du comportement. Le lien est en description. Le 4e type, c'est l'ami jaloux. Et celui-là, il est beaucoup plus difficile à détecter, parce qu'il ne te critique pas ouvertement. Il ne te dit pas qu'il est contre toi. Au contraire, il est souvent présent. Il est là quand tu parles de tes projets. Il écoute quand tu racontes tes avancées. Mais il y a toujours quelque chose d'étrange dans sa réaction. Quand tu réussis, il ne célèbre pas vraiment. Il change de sujet. Il minimise. Il dit des choses comme « Oui, mais bon, c'est pas encore ça » ou « Tu sais, beaucoup de gens font la même chose ». Et parfois, c'est encore plus subtil. Tu remarques qu'il commence à copier ce que tu fais. Tes idées, tes choix, tes projets, ton style. Pas parce qu'il t'admire, mais parce qu'il se compare en permanence. Et dans sa tête, si tu avances, ça veut dire que lui recule. C'est ce que Carl Jung appelle l'ombre relationnelle. Un mécanisme où une personne projette sur l'autre ce qu'elle refuse de voir en elle-même. Elle refuse d'admettre qu'elle est en retard sur ses propres ambitions, alors elle te regarde avancer avec une tension intérieure qu'elle ne nommera jamais. Et Machiavel avait déjà identifié ce profil. Il a observé que dans les cours de pouvoir, les alliés les plus proches étaient souvent les premiers à trahir. Pas par haine, mais par envie. L'envie est l'une des émotions les plus silencieuses et les plus corrosives qui existent. Elle ne s'annonce pas. Elle s'installe doucement, se cache derrière le sourire, derrière l'intérêt apparent, derrière le « je suis content pour toi ». Et un jour, quand tu traverses une difficulté, tu t'aperçois que cette personne est étrangement soulagée. Elle ne le dira jamais, mais tu le sentiras. Parce que dans sa logique interne, ta chute remet les choses à égalité. Et le signe le plus clair que tu as affaire à un ami jaloux, c'est le test de la bonne nouvelle. La prochaine fois que tu vis un succès, observe qui change d'énergie autour de toi. Celui qui détourne le regard, qui hésite avant de répondre, ou qui ramène immédiatement la conversation à lui-même, c'est celui que tu dois surveiller. Pas le punir, pas le confronter, le surveiller. Parce que tu n'as pas besoin de quelqu'un dans ton cercle qui secrètement espère que tu échoues. Le 5e type de personne, c'est celle qui se plaint en permanence. Et encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui traverse un moment difficile et qui a besoin de parler. C'est humain, c'est normal. Je parle de cette personne pour qui la plainte est un mode de fonctionnement. Elle se lève en se plaignant, elle envoie des messages pour se plaindre. Chaque conversation tourne autour de ses problèmes, de ses frustrations, de ses déceptions. Et si tu lui proposes une solution, elle la refuse. Si tu lui montres une piste, elle trouve un nouvel obstacle. Parce que cette personne ne cherche pas à résoudre son problème. Elle cherche un public.
Elle cherche quelqu'un qui écoute, qui valide, qui absorbe. Et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens ce récipient émotionnel. Tu absorbes sa négativité, tu portes son poids, tu sors de chaque échange plus lourd qu'avant. Les études en psychologie comportementale ont un nom pour ce phénomène. On appelle ça la contagion émotionnelle. C'est un processus documenté par des chercheurs comme Elaine Hadfield, qui montre que les émotions se transmettent d'une personne à l'autre, souvent sans qu'on en soit conscient. Ce qui veut dire que si tu passes du temps régulièrement avec quelqu'un qui voit tout en noir, ton propre état mental commence à s'assombrir. Ta motivation baisse, ton énergie diminue, et tu finis par te sentir épuisé sans comprendre pourquoi. Machiavel, dans sa vision du pouvoir, a toujours insisté sur une idée centrale. Il faut protéger son énergie stratégique. Un prince qui passe son temps à écouter les doléances de ceux qui ne veulent pas se battre devient lui-même un spectateur de sa propre vie. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu gardes trop longtemps un plaignant chronique dans ton cercle. Tu perds ta clarté, tu perds ton élan, et tu commences à douter de choses qui, avant, te semblaient évidentes. La personne qui se plaint tout le temps ne veut pas d'aide, elle veut de la compagnie dans sa misère. Et si tu restes trop longtemps à côté d'elle, tu risques de finir par croire que la misère est normale. Le 6e type peut être l'un des plus difficiles à identifier. C'est le saboteur déguisé en ami. Cette personne ne t'attaque jamais directement. Elle ne te dit jamais en face qu'elle a un problème avec toi. Elle utilise un outil bien plus subtil et bien plus efficace. L'humour. Elle fait des blagues sur tes insécurités. Elle te lance des pics déguisés en taquinerie. Elle commente ton physique, tes choix, ta vie sentimentale, tes projets, toujours sur un ton léger, toujours avec un petit sourire, toujours suivi d'un je plaisante ou d'un faut pas le prendre mal. Mais à force, tu le sens. Il y a quelque chose derrière. Ces blagues ne sont jamais aléatoires. Elles visent toujours un point sensible. Et quand tu regardes bien, cette personne ne fait ses remarques que devant un public. Parce que l'humiliation légère est un outil de positionnement social. En te rabaissant subtilement devant les autres, elle se positionne au-dessus. Et elle le fait sans jamais en porter la responsabilité, puisque c'était juste une blague. Schopenhauer a décrit ce mécanisme de manière chirurgicale. Il a observé que les esprits mesquins utilisent la raillerie comme arme, parce qu'elle leur permet d'exprimer une hostilité qu'ils n'oseraient jamais formuler ouvertement. C'est l'attaque qui ne dit pas son nom. Et Machiavel a ajouté une couche d'analyse encore plus profonde. Il a observé que les saboteurs les plus efficaces ne sont jamais ceux qui s'opposent à toi. Ce sont ceux qui te soutiennent en apparence, mais qui glissent le doute dans l'oreille des autres. Ce sont ceux qui, dans une conversation de groupe, orientent la perception que les gens ont de toi. Pas avec des accusations, avec des sous-entendus, avec des silences calculés, avec une façon de lever les yeux au ciel quand tu parles. Le saboteur déguisé en ami ne veut pas que tu échoues brutalement. Il veut juste que tu ne décolles jamais vraiment. Il veut que tu restes à un niveau où il se sent encore confortable. Et le signal d'alarme le plus clair, c'est celui-ci. Si après avoir passé du temps avec quelqu'un, tu te sens régulièrement diminué, remis en question ou en insécurité, ce n'est pas une coïncidence, c'est un schéma. Et ce schéma a un architecte. Le 7e et dernier type de personne et peut être le plus pervers de tous. C'est celui qui s'autoproclame bon. Cette personne parle constamment de morale. Elle parle de valeurs, de biens et de mal, de respect, de droiture. Elle juge les comportements des autres avec une autorité presque religieuse. Elle dit souvent des phrases comme « Moi, je suis quelqu'un de bien. Moi, j'ai des principes. Moi, je ne ferai jamais ça. » Et elle utilise cette image de pureté morale comme un bouclier. Parce que tant que tu crois qu'elle est bonne, tu ne remets jamais en question ses actions. Tu ne la surveilles pas. Tu ne doutes pas. Et c'est exactement là que le danger se cache. Parce que, quand quelqu'un a besoin de te rappeler constamment qu'il est une bonne personne, c'est qu'il y a quelque chose qu'il essaie de couvrir. Les personnes véritablement intègres n'ont pas besoin de l'annoncer. Leur intégrité se voit dans leurs actions, pas dans leurs déclarations. Carl Jung a formulé un concept fondamental en psychologie. Il l'a appelé l'ombre. L'ombre, c'est la partie de nous qu'on refuse de voir. C'est tout ce qu'on refoule, tout ce qu'on nie, tout ce qu'on projette sur les autres. Et la personne qui s'autoproclame bonne est souvent celle qui projette le plus. Elle parle des mauvaises personnes parce qu'elle refuse de reconnaître les parties sombres en elle-même. Elle juge parce que juger lui permet de ne jamais se regarder. Et parfois, elle utilise la religion, la spiritualité ou la morale comme un système de contrôle social. Elle se place au-dessus, non pas par vertu mais par stratégie de positionnement. Machiavel a formulé cette idée avec une précision froide. Il a observé que celui qui veut paraître vertueux
en toutes circonstances, finit par être détruit. Mais il a aussi observé que celui qui utilise l'apparence de la vertu comme un outil a un avantage immense. Parce que les gens ne remettent presque jamais en question ceux qui se présentent comme moraux. C'est un angle mort collectif. Et c'est exactement l'angle mort qu'exploite la personne qui s'autoproclame bonne. Le signal d'alarme ici est un contraste. Observe s'il y a un écart entre ce que cette personne dit qu'elle est et ce que ses actions montrent réellement. Observe si elle juge beaucoup mais s'excuse rarement. Si elle parle de respect mais ne respecte pas les limites des autres. Si elle dit « je suis loyal » mais change de camp selon les intérêts. Parce que les mots sont gratuits. Ce qui coûte, c'est la cohérence. Et celui qui parle beaucoup de sa bonté mais qui ne la démontre jamais dans les faits, ne protège pas ses valeurs. Il protège son image. Et maintenant, prenons un peu de recul sur tout ce qu'on vient de parcourir ensemble. 7 profils, 7 masques, 7 manières différentes de te prendre quelque chose sans jamais te confronter directement. Et c'est exactement ce qui les rend dangereux. Parce que le voleur que tu vois venir, tu peux l'éviter. Mais celui qui s'assoit à ta table, qui mange avec toi, qui rit avec toi, et qui lentement, discrètement, méthodiquement, te draine, te manipule ou te positionne, celui-là, tu ne le vois jamais venir. Machiavel a passé sa vie à étudier les mécanismes du pouvoir, et il en a tiré une conclusion que tout le monde devrait graver en mémoire. Il a dit que la guerre n'est pas toujours déclarée. Parfois, elle se mène avec un sourire. Et dans la vie de tous les jours, cette guerre silencieuse se joue dans tes relations. Elle se joue dans les non-dits, dans les regards, dans les petites phrases, dans les comportements répétés. Et si tu ne sais pas la décoder, tu la subis. Ce n'est pas une question de devenir égoïste. C'est une question de regarder autour de toi et de te demander ce que chaque personne apporte réellement à ta vie. Pas pour couper tout le monde, mais pour ne pas te retrouver un jour à dire « j'ai tout donné à cette personne, et voilà comment elle m'a traité ». Cette phrase-là, quand elle sort, elle fait plus mal que n'importe quelle trahison, parce qu'elle porte en elle le regret de ne pas avoir ouvert les yeux plus tôt. Mais attention, le discernement est essentiel. Une relation qui traverse un moment difficile n'est pas forcément une relation à couper. Tout le monde peut traverser une mauvaise passe. Tout le monde peut changer temporairement sous la pression. Ce que tu cherches, ce n'est pas la perfection chez les autres. Ce que tu cherches, ce sont les schémas répétés, les comportements constants, les intentions qui ne changent jamais. La différence entre quelqu'un qui traverse une tempête et quelqu'un qui est la tempête, c'est la régularité. Et c'est cette régularité-là que tu dois apprendre à observer avant de prendre une décision.